ce billet il est à moi, j'ai pas de dette. En fait, d'où il vient, qui l'a créé, pourquoi est-ce qu'il est à moi? Parce qu'au début tu parlais de dette en fait, mais a priori c'est plus une dette, c'est vraiment à moi. En fait, quel a été un petit peu je crois que c'est vraiment à moi, quel a été un peu son cheminement? Est-ce que tu peux un peu expliquer aujourd'hui comment on crée? Souvent, j'entends effectivement ce que tu as dit, c'est que la monnaie, elle t'appartient. Ouais. Mais en fait, non. Okay. Ça, c'est encore très très dangereux. C'est encore très dangereux parce que tu es en train de constamment faire rouler ta dette en espérant qu'on va demander cette dette constamment. Bonjour à tous, bienvenue sur Éducation Finance pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va cette fois parler de monnaie et de création monétaire, un sujet que je n'ai pas encore abordé sur la chaîne et qui est pourtant crucial puisque si on y réfléchit bien, la monnaie est notre véhicule d'investissement. On achète nos actions dans une certaine monnaie, on achète de l'immobilier dans une certaine monnaie et plus encore, lorsqu'on revendra l'actif en question, on récupérera la valeur de cet actif dans la monnaie dans laquelle on a investi initialement et donc cette monnaie nous suit sur toute la durée de notre investissement. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui quelqu'un qui en parle régulièrement et que vous connaissez certainement puisqu'il s'agit de Mathieu de la chaîne YouTube Libre et Riche. Salut Mathieu. Salut Christophe. Merci d'être là, ça fait plaisir. On avait fait une vidéo il y a 2 ans je pense et on attendait l'occasion de pouvoir en refaire une donc là voilà. Bah écoute, c'est un grand plaisir, merci pour l'invitation. Et effectivement, ça passe super vite. Et en plus, c'est l'occasion de se rencontrer en personne, puisqu'on avait fait ça à distance. Tu étais au Brésil, si ma mémoire est bonne à ce moment-là. Exactement. Et là, on est à Paris, donc on a l'occasion de se rencontrer, c'est super cool. Ouais, plaisir partagé. Bah écoute, tu vas nous apporter tes lumières sur ce sujet qui est en fait pas si simple. Et je te propose de pas faire de tour de chauffe et de passer tout de suite la troisième. En regardant les monnaies sous cet angle-là, moi je vois un petit peu les monnaies comme étant d'un côté des monnaies fortes et des monnaies faibles. Donc par exemple, je dirais que l'euro et le dollar sont des monnaies fortes et par exemple la roupie indienne, le réal brésilien sont plutôt des monnaies faibles. Est-ce que c'est un concept qui existe selon toi sur le marché des monnaies ou est-ce que en fait dans le marché tout se tient et donc il n'y a pas vraiment de monnaie forte, monnaie faible? C'est une très bonne question. Alors, je vais essayer d'apporter à mon humble niveau, entre guillemets. C'est un sujet qui me passionne, la théorie monétaire, l'économie, la finance de manière générale, mais surtout la monnaie. Et un de mes mémoires, ça a été notamment sur la titrisation, la crise de 2008. Et donc, forcément, il y a un gros aspect monétaire aussi par l'intervention des banques, etc. Donc, ça permettra aussi par la suite de parler de création monétaire, ce dont tu évoquais en introduction. Oui, il y a des monnaies fortes, il y a des monnaies moins fortes, on va dire, parce que la monnaie est régie comme tout actif au sein de l'économie, c'est-à-dire par l'offre et la demande. C'est la règle de base. Forcément, s'il y a une monnaie est limitée en quantité, donc l'offre est limitée, et que la demande est élevée, forcément, elle va être plus forte qu'une monnaie qui va être émise en grande quantité. J'ai l'exemple notamment du Zimbabwe, par exemple, l'hyperinflation, mais on a aussi l'époque de l'Allemagne de Weimar, où là, effectivement, tu as une grosse émission, la demande chute, et je rentrerai un peu plus dans le détail par rapport à la demande, la vélocité monétaire, on entend parler aussi, qui est en fait l'inverse de la demande, mais je vais pas trop rentrer tout de suite dans les détails. Okay. Et donc forcément, si la demande est faible et la quantité émise est très élevé, c'est l'inverse qui va se produire, c'est une dépréciation, c'est-à-dire une valeur qui est faible. Alors là, on mélange beaucoup de prix, valeurs, prix, etc. Je vais essayer de les mélanger, mais d'un point de vue purement économique, ça serait faux d'attribuer prix et valeur comme de les utiliser comme des synonymes. Qui plus est pour les personnes qui comme moi, font partie de l'école autrichienne d'économie, c'est un péché de mélanger prix et valeur. Ce sont 2 choses différentes. La valeur, c'est subjectif. Le prix, c'est la rencontre de l'offre et de la demande, dû à ces valorisations subjectives. Mais voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails dans ce thème-là parce que ça pourrait être presque philosophique, on va dire. Mais dans le cas de la monnaie, oui, effectivement, il y a des monnaies qui sont plus fortes que d'autres qui sont plus faibles que d'autres. Et pour ça, je pense qu'il faut vraiment rentrer déjà dans le détail de qu'est-ce que la monnaie. Ouais. C'est-à-dire que la monnaie à la base, elle est censée avoir 3 grands attributs, que sont intermédiaire des échanges, réserve de valeur et unité de compte. Donc intermédiaire des échanges, c'est-à-dire que je vais pouvoir échanger avec toi, non pas directement un bien comme ça pourrait être via le troc ou via le crédit. D'ailleurs, je renvoie au livre de David Graeber, 5000 ans dette, 5000 ans d'histoire, où il explique qu'en fait, bien souvent on se dit la monnaie est venue
résoudre le problème du troc, c'est-à-dire de la double coïncidence. C'est-à-dire que pour qu'on puisse échanger un bien, toi, je sais pas, par exemple, tu as une ceinture, moi j'ai des œufs, mais moi je veux ta ceinture, mais tu veux pas mes œufs parce que tu fabriques des ceintures, par exemple. Donc on n'a pas une double coïncidence. Et donc on va dire, bah, pas de souci, on crée la monnaie. Enfin, on a une monnaie qui va jouer le rôle d'intermédiaire des échanges, parce que toi, tu acceptes cette monnaie, elle est généralement acceptée. Et donc, je vais te donner ma monnaie, tu vas me donner ta ceinture. Et toi, puis avec cette monnaie, tu iras acheter ce que tu as envie. Souvent, on le présente comme ça, mais en fait, quand on remonte dans l'histoire, avant même la création de la monnaie en tant qu'intermédiaire des échanges, c'est surtout la dette. C'est-à-dire, on se dit, bah écoute, et ça c'est très très important à mon sens de bien le comprendre, parce que c'est comme ça qu'on comprend aussi la création monétaire, qui est en fait l'émission de dette d'une certaine manière, mais je vais y revenir par la suite. Donc je vais essayer d'être assez simple, parce qu'on peut on parlait des heures et des heures, et qui plus est, comme je te disais, c'est un sujet qui est passionnant, mais ce qui va se passer, c'est que, en fait, avant même l'intervention de la monnaie à proprement parler en tant qu'intermédiaire des échanges, c'est surtout la dette qui se crée. C'est-à-dire, moi, je veux ma ceinture, ta toujours. ceinture, et toi, tu veux pas mes œufs. Et ce qu'on peut dire, c'est, écoute, moi, tu veux pas mes œufs, je te devrai quelque chose plus tard. Donne-moi ta ceinture, tiens, je te mets un papier sur lequel je m'engage à te donner quelque chose dont tu as envie plus tard. Qui a X valeur équivalente à la ceinture. Donc toi, tu as un petit papier qui te dit, Mathieu a une dette vis-à-vis de Christophe. Bon, soit tu peux attendre que moi, je te donne ce que tu as envie plus tard, à X période de temps, ça peut être dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Ou alors, tu peux utiliser ce papier, aller payer la personne avec ce papier et lui dire écoute, Mathieu me doit l'équivalent de ce que j'ai envie, c'est 1 kilo de bœuf par exemple. Moi, tu l'as ce kilo de bœuf par exemple, ou tu as autre chose dont j'ai besoin, Mathieu te paiera à toi ce qu'il me devait. Donc en fait, on a créé de l'argent à ce moment-là, ou en tout cas un substitut monétaire. C'est pour ça moi j'aime bien distinguer entre monnaie et substitut monétaire. Et ce qui se passe dans ce cas de figure, c'est qu'on a juste créé de la dette. D'accord ? Le problème, c'est que si toi, tu as confiance en moi, ça marche. Si tu n'as pas confiance en moi, ça marche pas. Et c'est à ce moment-là où, effectivement, quand on regarde d'un point de vue historique, avec des petites tribus, en petits comités, ça marche très bien, ce système. Quand tu sors des frontières, c'est-à-dire de la confiance entre les personnes d'une même communauté, ça marche moins bien. Et c'est à ce moment-là où, effectivement, dans ce cas-là, l'or, notamment, tout le monde a confiance dans la valeur de l'or et tout le monde y attribue une certaine valeur. Donc ça va plutôt, à la base, permettre les échanges avec des étrangers. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, d'accord. Après, voilà. Au niveau historique, après, ça s'est développé, etc., etc. Mais c'est vrai qu'au niveau des petits groupes, c'était surtout sur la dette, ça reposait sur la confiance vis-à-vis de la communauté. Et avec les étrangers, c'était plutôt sur quelque chose de tangible, quelque chose qui permettait de représenter une valeur, notamment l'or. Mais pas que l'or, il y a eu le sel, il y a eu des pierres, il y a eu des coquillages, etc., etc. Donc ça, c'est au niveau de la première caractéristique, c'est l'intermédiaire des échanges. Il faut que ça permette d'avoir une fonction d'intermédiaire des échanges, pour éviter cette double coïncidence. Ensuite, on a dit unité de compte, c'est-à-dire que je vais pouvoir me dire, je vais pouvoir y attribuer un certain prix et pouvoir scinder en plusieurs unités pour pouvoir me représenter le prix de l'actif en question. Tu veux dire que ce soit en fait quelque part divisible, un petit peu. Exactement. Comme si en fait j'ai besoin en termes de valeur d'un quart de la ceinture, en fait la ceinture je peux pas la couper en 4. Exactement. Ok, alors que la monnaie, oui, je peux avoir des pièces, des billets de a priori, plus ou moins. Voilà. Ou l'or, je vais pouvoir, si j'ai une once d'or, je vais pouvoir le découper en grammes, etc., etc. Donc ça, c'est pour l'unité de compte. Et ensuite, la réserve de valeur, qui est extrêmement importante, qui nous dit que, a priori, je vais attribuer une valeur plus grande à un bien qui conserve sa valeur dans le temps et dans l'espace, que quelque chose qui perd de la valeur. Et le revers de la médaille, c'est que si ça prend trop de valeur, mon calcul économique, moi j'ai besoin de quelque chose qui soit suffisamment stable dans le temps pour me dire, ok, si je place 100 euros, on va parler en euros, je place 100 euros maintenant, j'ai besoin, évidemment il y a une incertitude dans le futur, mais j'ai besoin de pouvoir me projeter dans le futur et me dire, ces 100 euros là, si ça vaut, ils valent 50 dans 1 an. Et s'ils valent pareil, s'ils valent 200 dans 1 an, j'ai besoin de pouvoir me projeter pour mon calcul économique, pour pouvoir faire mes calculs, d'où la réserve de valeur dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que si 100 euros ça vaut X, je peux acheter un certain panier de biens en France et pas le même en Belgique, du coup, qu'est-ce que je vais faire ?
je vais tout simplement l'acheter en France et le revendre en Belgique. Donc je vais faire ce qu'on appelle un arbitrage et je vais venir restabiliser la valeur de la monnaie. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit stable dans le temps et dans l'espace. Donc en fait, il y a la notion que tu as déjà citée quelques fois, qui est la confiance, qui me paraît être centrale en fait dans les monnaies. Il faut toujours qu'il y ait une confiance des acteurs, des investisseurs ou pas forcément des investisseurs, des particuliers ou des consommateurs dans leur monnaie. Sinon, en fait, le jour où tu as une perte de confiance, ça va clairement affecter cette réserve de valeur, puisqu'en fait, quelque part, la valeur va diminuer. Totalement. Plutôt durablement, sauf à ce qu'on arrive à résoudre le... Ouais, c'est pour ça que, comme Hayek le disait, Frédéric Hayek, qui est pareil de l'école autrichienne, c'est que, si tu veux, le marché est constitué d'une multitude de personnes, composé de multitudes de personnes, et l'information est à la fois dispersée et asymétrique. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même information, et cette information, non seulement c'est pas la même, en plus, elle est plus ou moins élevée chez certaines personnes, etc. C'est pour ça que on revient à dire que le fait de pouvoir centraliser toute la prise de décision est impossible parce que je n'ai pas l'information de ce qui se passe depuis Paris, dans le sud de la France, par exemple. Et ça, c'est pareil pour la monnaie, c'est-à-dire que on va tous avoir une certaine information et sur la base de cette information, on va attribuer une valeur, notamment à la monnaie. Et effectivement, si de manière généralisée, il y a une perte de confiance parce que cette monnaie, soit elle est pervertie, mal gérée, etc., ça fait qu'effectivement, on va perdre en valeur. Et c'est ce qui se passe notamment avec les monnaies qui sont le moins fortes, comme on disait, parce que ce sont souvent des monnaies qui sont a priori, en tout cas, moins bien gérées et dans lesquelles on attribue moins de valeur. Donc la demande est faible. Donc forcément, si la demande baisse, comme on disait, offre et demande, la valeur, en tout cas le prix chute. Okay. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce système-là, aujourd'hui, évidemment, le système monétaire a évolué dans le temps. C'est-à-dire qu'à la base, on utilisait majoritairement l'or comme monnaie et comme substitut monétaire des billets adossés à l'or. Donc on disait 100 $ équivaut à une once d'or, par exemple. Donc si je vais avec mon 100 $ à la banque, on me donnera l'équivalent de une once d'or. Ça, c'est quand on était sous la période de l'étalon or. Avec les guerres mondiales, ça a été complètement bafoué, il n'y en a plus eu. Alors après, il y a eu un certain retour avec Bretton Woods. C'était pas vraiment un étalon or, c'était un étalon dollar or. Et 15 août 71 avec Nixon, on prend fin à la convertibilité du dollar en or. Et aujourd'hui, on est plutôt sur un système où, alors on pourrait dire, les monnaies reposent entre guillemets sur rien. Ouais, en fait, c'est ça que je trouve en fait intéressant. Si par exemple, je prends un billet de 10 qui est dans ma poche, ce billet, il est à moi, j'ai pas de dette. En fait, d'où il vient, qui l'a créé, pourquoi est-ce qu'il est à moi? Parce qu'au début, tu parlais de dette, en fait, mais a priori, c'est plus une dette, c'est vraiment à moi. En fait, quel a été un petit peu je crois que c'est vraiment à moi, quel a été un peu son cheminement? Est-ce que tu peux un peu expliquer aujourd'hui comment on crée? Et peut-être en restant sur l'aspect monnaie, parce que je trouve que lorsqu'on parle en écriture de compte, ça devient un petit peu plus fictif, plus dur à comprendre. Un petit peu voir comment créer la monnaie, parce qu'il y a l'intervention des banques aussi après, et qu'on comprenne un petit peu d'où ça vient. Alors aujourd'hui, tu as deux grands types de monnaies, entre guillemets. Tu vas avoir les monnaies fiduciaires et les monnaies scripturales, d'accord? Donc quand tu vas avoir des monnaies fiduciaires, ton billet de banque, tes pièces, donc tout ça c'est a priori, entre guillemets, tangible, si tu veux, et tu vas avoir les monnaies scripturales, c'est des notes comptables, ce qui apparaît sur ton compte bancaire. Aujourd'hui, la monnaie scripturale, c'est-à-dire ce que tu as sur ton compte en banque, c'est à peu près, ça dépend évidemment des pays, 90% de la masse monétaire globale. Okay. Donc en fait, c'est majoritairement des notes comptables. Les 10% restants, à peu près, encore une fois, ça dépend des pays, ça va être pièces, billets, et en plus, comme on tend à les utiliser de moins en moins, ça tend à diminuer aussi. Souvent, j'entends effectivement ce que tu as dit, c'est que la monnaie, elle t'appartient. Ouais. En fait, non. Okay. C'est-à-dire que aujourd'hui, comment créer la monnaie concrètement? Donc, quand c'est des pièces billets, c'est la banque centrale. Alors, en réalité, c'est les banques nationales, mais qui sont sous le joug de la banque centrale, notamment européenne, si on est dans le cas de la zone euro. Ouais. Donc, dans ce cas de figure, ces pièces et billets sont émis par les banques nationales. Encore une fois, banque centrale, si tu veux, et représente, comme je disais, 10%. La grande partie de la masse monétaire est émise par les banques commerciales quand elles octroient des crédits. Alors, c'est un jeu de notes comptables, actifs-passifs, si tu veux, hein, c'est pour tous les comptables avec un bilan comptable classique. Si tu viens me demander 100 000 €,
D'accord ? Et ça, si je me permets de t'interrompre, moi j'ai l'impression dans ma conception que c'est dans une deuxième étape. C'est-à-dire que dans ma tête, toute la monnaie est créée par les banques centrales et nationales, sous forme papier ou par chiffre sur un écran, on va dire. Et ensuite, les banques prennent cet argent-là pour le réinjecter. Et donc la banque centrale ou nationale va soit prêter à l'État, qui va faire des dépenses d'État, des constructions, payer des salaires, etc. Et comme ça, l'argent rentre dans l'économie, ou va faire des prêts aux banques commerciales qui, elles, à ce moment-là, ont une dette sur la banque centrale ou nationale et peuvent elles-mêmes, à leur tour, reprêter et, en fonction des taux, vont pouvoir plus facilement ou plus difficilement reprêter. Et donc, dans ma conception, moi, je perçois qu'en fait, toute la monnaie est créée initialement par les banques nationales, mais peut être multipliée par une banque commerciale qui, effectivement, avec les réserves et autres, va pouvoir, en fait, in fine, créer de la monnaie, mais en fait, c'est plutôt multiplier de la monnaie. Moi, c'est comme ça qu'en fait que je lis. Non. Ok. Tu fais bien de venir alors. On va reprendre les bases. Okay. Je te parlais tout à l'heure, le fait d'émettre, moi, je peux émettre ma monnaie. D'accord ? C'est-à-dire, t'as quelque chose dont j'ai besoin, j'ai quelque chose dont tu n'as pas besoin, ou je l'aurai dans le futur. Je vais te mettre un petit papier dans lequel je te dis, je te dois tant dans X... dans 6 mois, par exemple. Okay. D'accord. J'ai émis ce qu'on appelle une lettre de change. Les premières banques, c'est notamment les banques de Venise, en Italie, au cours du XIIIe, XIVe siècle, elles fonctionnent comme ça, via l'émission de lettres de change. Donc, ce qu'on appelle un porteur, il y a l'émetteur, celui qui reçoit, etc. Et à la base, c'est nominatif, c'est-à-dire que c'est X personnes. On nomme telle personne doit tant à telle personne. D'accord ? Quand j'ai mis une lettre de change, j'ai créé un équivalent de monnaie. D'accord ? Okay. Parce que je peux utiliser cette lettre de change pour payer. Tu peux en gros dire à quelqu'un d'autre, Mathieu me doit autant, à partir de maintenant, il me le doit plus à moi, il te le doit à toi. Exactement. Voilà. Problème, c'est comme je disais, il faut que tu aies confiance en ma capacité à te payer. Ouais. D'accord ? Il va y avoir une entité qu'on appelle banque, qui vient au milieu, qui dit, toi t'as confiance en moi ? Toi aussi t'as confiance en moi ? Moi, j'endosse la responsabilité que Mathieu me rembourse. D'accord ? C'est-à-dire Mathieu ne doit rembourser ni à Christophe ni à Pierre-Paul ou qui en veut, il doit me rembourser à moi et en échange prends mon billet parce que je sais que si tu utilises mon billet pour faire tes courses plus tard, tout le monde va l'accepter parce que tout le monde a confiance en moi. Okay. D'accord. Dans ce cas de figure, moi je devrais rembourser la banque, d'accord, et la banque recevra le remboursement moyennant X intérêts. Et toi, tu peux utiliser ce billet entre-temps, d'accord, pour faire tes achats, ce que tu veux. Donc dans ce cas de figure, qui c'est qui a créé la monnaie ? En fait, il y a que des dettes, si je comprends bien. Il y a des dettes, mais en fait, voilà, c'est une gestion d'échéance. C'est pour ça qu'en fait, souvent, quand on nous parle des banques, elles volent parce qu'elles créent de la monnaie, ex nihilo, chose que moi, j'ai cru aussi au début quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet. En fait, après avoir creusé le sujet, maintenant, ça fait 10 ans que je creuse et je lis toujours plus sur le sujet. En fait, je dis, mais j'étais complètement dans l'erreur parce que absolument rien n'empêche à qui que ce soit de créer de la monnaie. En fait, le vrai problème, la vraie limite, c'est la confiance. Et la banque ne fait qu'une chose, et ça, par contre, il faut avoir un peu des notions de comptabilité entre actifs et passifs, c'est en fait faire une gestion de degré de liquidité à l'actif, d'accord, capacité à pouvoir revendre rapidement et facilement sans trop impacter le prix de son actif, et une gestion d'échéance, c'est-à-dire le degré d'exigibilité au passif, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle elle va devoir rembourser. Et aujourd'hui, la problématique des banques, c'est qu'elles sont fondamentalement, effectivement, risquées, parce qu'elles doivent de l'argent à très court terme, compte bancaire, les dépôts des clients. Ouais, d'accord. Et elles ont prêté à très long terme, bien sûr. notamment des crédits immobiliers à 20 ans, 15 ans, 25 ans. Et en fait, on a un déséquilibre bilanciel entre l'actif et le passif qui fait que effectivement la banque commerciale constamment se refinancer auprès de la banque centrale pour se dire écoute, je vais pas pouvoir rembourser effectivement mes clients, il va falloir que tu me fasses en fait, si tu veux, des lignes de crédit pour que je puisse effectivement liquéfier, on va dire, mon actif qui est trop peu liquide. En fait, je me retrouve en problème. Et en fait, je me retrouve dans un problème de liquidité. Pas forcément d'insolvabilité, mais de liquidité. Mais est-ce que c'est pas la banque centrale qui a prêté en premier et avec cet argent-là, la banque commerciale qui a prêté aux clients ? Non, parce que tu peux très bien avoir, et je pense qu'on y viendra par la suite, c'est-à-dire que tu peux très bien avoir un système où tu as une banque centrale inexistante. Je te donne un exemple.
Aujourd'hui, tu as ce qu'on appelle le marché des euro-dollars, qui porte à confusion, c'est un faux ami. Quand on parle d'euro-dollar, on dit euro et le dollar. Non, en fait, c'est simplement le système du dollar à l'extérieur. Parce que ça a d'abord été utilisé au sein de la zone européenne, etc. En fait, c'est quoi? C'est des banques commerciales qui ne font pas partie du système monétaire américain, qui créent du dollar à l'étranger. Qui crée du dollar. Donc, par exemple, une banque française qui va créer du dollar. Voilà, parce qu'il y a un client français qui veut du dollar, elle va créer du dollar. Ok, explique-nous ça. Ça s'appelle le marché des euro-dollars. Ouais. D'accord? Et dans ce marché des euro-dollars, a priori, il n'y a pas de banque centrale pour cette banque-là, puisqu'elle ne fait pas partie du système monétaire américain. Donc, il n'y a pas la réserve fédérale derrière. Ouais, mais donc de quel droit et comment une banque commerciale française pourrait mettre... Après, elle va tout simplement faire en sorte de pouvoir récupérer du vrai dollar, soit en échangeant avec des euros qu'elle peut avoir dans ses comptes, etc., etc. C'est une gestion de bilan comme le ferait n'importe quelle entreprise. Moi, je peux te dire, je suis une entreprise qui produit X biens et toi, tu as l'argent, donne-moi ton argent. Par contre, je te livrerai dans 15 jours, dans une semaine, dans 3 mois. Il y a bien eu une transaction à ce moment-là. Tu m'as donné l'argent et je te livrerai plus tard. Mais c'est la même chose. Je te donne des dollars que je n'ai pas encore. Je peux te les mettre sur tes comptes en banque. Et moi, à moi de faire en sorte que j'aille les récupérer quelque part. C'est un système d'arbitrage qui a toujours existé. Que ce soit via la monnaie. Alors, je sais que ça peut porter à confusion. C'est pour ça que la monnaie, c'est bien, c'est très complexe. Et souvent, beaucoup de personnes en parlent. J'ai l'impression sans avoir vraiment, creusé le sujet. Attention, j'ai pas la prétention de tout savoir, loin de là. Mais en tout cas, j'essaye, de comprendre au maximum. Et c'est pour ça qu'en fait, la banque centrale n'est pas nécessaire dans l'absolu. Donc, on pourrait se passer de banque centrale. Mais quand même, parce que là, tu me donnes, par exemple, un exemple que je trouve est perturbant, parce qu'en fait, ils émettent pas une nouvelle monnaie qui serait genre à leur nom, ils émettent du dollar. Donc, en fait, ils émettent quelque chose qui repose sur la confiance envers la Réserve fédérale américaine. Voilà, alors après, ça c'est autre chose encore, le fait qu'effectivement, le dollar est adossé apparemment, enfin, en tout cas, en principe, au fait que la Réserve fédérale américaine va bien gérer, en tout cas, sa monnaie. Mais c'était simplement pour te donner l'exemple que dans ce cas de figure, t'as pas de banque centrale qui va venir sauver cette banque si elle respecte pas ses engagements. Maintenant, c'est partiellement faux. Avec les lignes de swap qu'il y a eu à foison, notamment après la crise de 2008, la crise du Covid, et qui effectivement a été énorme. Mais en tout cas, pendant longtemps, ce marché des euro-dollars fonctionnait sans présence de banque centrale, qui est dans ce cas de figure la banque centrale américaine, puisque pour pouvoir avoir accès aux lignes de crédit et se refinancer auprès de la Réserve fédérale, encore faut-il faire partie du système de la Réserve fédérale. Et aujourd'hui, toutes les banques ne font pas partie de la Réserve fédérale. En tout cas, il faut qu'elles soient américaines, et toutes les banques américaines ne sont pas dans le système de la Réserve fédérale. Ok, mais donc mais quand même, malgré tout, il y a toujours cette notion de confiance qui repose sur les monnaies, mais quelque part, si n'importe qui pourrait émettre, enfin peut-être pas n'importe qui, moi je pourrais pas émettre du dollar à mon avis. Non, mais si tu t'appelles Elon Musk, tu vois, on a confiance en ta capacité à priori. Alors bon, peut-être Elon Musk c'est pas le meilleur exemple vu comment il dit oui après il dit non, etc. Mais Bill Gates par exemple, a priori si il gère bien sa monnaie, j'aurais plus confiance en sa capacité à me rembourser que personne du bar qui me dit t'inquiète, fais-moi confiance, je te rembourserai. Je te rembourse lundi. Voilà. Et la banque fait en fait office d'intermédiaire de confiance qui permet de faire cette gestion des paiements et en émettant de la dette. Alors après c'est complexe parce que aujourd'hui à la base tu avais quand même l'or qui te permettait de contraindre les banques à si elles émettent trop de monnaie et que les gens vont réclamer leur or, tu fais faillite. Aujourd'hui, c'est un peu perverti par effectivement l'intervention des banques centrales qui vont dire de toute façon, too big to fail, on viendra toujours vous renflouer, l'État, etc. Et ça, c'est problématique par contre. Est-ce qu'on peut parler justement de ce financement des États qui est perçu, et par moi le premier, comme étant, on l'a vu pendant la crise du Covid, en fait, on avait quand même un peu l'impression qu'il y avait de l'argent magique qui tombait du ciel, parce que les États pouvaient émettre de la dette, et les banques centrales en achetaient, et donc créaient de la monnaie, on va dire, corrige si je me trompe, mais créaient de la monnaie pour racheter des obligations d'État. Et donc, quelque part, tu as ta masse monétaire qui augmente fortement. Cet argent qui, après, retourne dans l'économie pour un peu sauver l'économie pendant le Covid. Mais en fait, on le perçoit comme ça. On se dit, tiens, en fait, il y a de l'argent qui tombe un peu du ciel. Alors, on peut pas faire ça éternellement, mais temporairement, ça peut fonctionner.
Et donc, quelque part, la Banque centrale est un financeur de la dette d'État. Et quelque part, est-ce que c'est le cas numéro un, premièrement, et est-ce qu'il y a une limite à ça? Où elle se trouve? Comment est-ce qu'on l'aperçoit? Voilà. Est-ce que tu peux un peu parler de, justement, du coup, de l'intervention des banques centrales dans le financement des États? Parce qu'on sait que c'est quand même un sujet qui devient de plus en plus préoccupant. Tu as l'exemple du Japon notamment, qui est endetté à 250% et qui fait ça. En fait, c'est un des premiers à avoir inauguré le QE, le quantitative easing. Ouais. Alors c'est problématique. Pourquoi? Parce qu'à la base, si tu veux, quand tu étais en période d'état l'or, tu avais une limite, c'est que c'est la quantité d'or, et donc l'État prend tes responsabilités. Si tu veux dépenser plus, tu augmentes les impôts. Et donc tu fais face aussi à la colère des citoyens, qui est légitime, qui est que, écoute, non, gère mieux tes finances, quoi. Tu veux pouvoir dépenser plus, fais en sorte de moins dépenser là où c'est pas nécessaire, pour pouvoir réallouer les fonds publics, entre guillemets. J'aime pas trop ce terme, parce que les fonds ne sont toujours que du privé pris par le public, mais bon. Et donc effectivement, il y a la Banque centrale à la base, elle vient aussi pour ça, pour dire on va de connivence. Tu vois, une des premières banques centrales, c'est la Banque centrale d'Angleterre, qui permettait effectivement de financer entre autres l'État, notamment les guerres napoléoniennes, etc., etc. Et ça c'est problématique parce que quand tu finances la dette publique, et dans ce cas-là le déficit public, effectivement, tu vas créer potentiellement, mais ça c'est effectivement démontré dans l'histoire, de l'inflation. Parce que à force d'augmenter constamment la quantité de monnaie, si la demande derrière de monnaie n'est pas là, comme on disait, offre et demande, ça va forcément faire perdre de la valeur de la monnaie. Et si la monnaie elle perd en valeur, c'est la compensation, c'est les prix qui augmentent. C'est-à-dire que avec une même quantité de monnaie, comparativement à X quantité de biens et de services, si avant je pouvais acheter un panier de biens et de services composé d'un X biens et services, et que cette monnaie perd en valeur, je peux plus qu'acheter que la moitié de ce panier, par exemple. Donc en fait, c'est juste un équilibre à comparer, quoi. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'on peut pousser le raisonnement en se disant que, ok, t'as l'inflation qui est un petit peu un phénomène économique qui s'installe, mais est-ce qu'aussi, à un moment donné, si tu abuses de cette émission monétaire pour le financement d'un État qui est systématiquement en déficit, dont on voit pas le bout du tunnel en termes de résorption de ce déficit, est-ce qu'aussi, du coup, tu vas peut-être commencer à toucher à la confiance? Puisqu'en fait, on se dit, en fait, moi j'ai un billet ici qui est lié à une banque centrale qui, en fait, dès qu'il manque de l'argent quelque part, elle fait tomber de l'argent du ciel. Donc, en fait, qu'est-ce que vaut ce billet si, en fait, on peut en créer à tout va? Oui, c'est pour ça que tu vois que les monnaies, de toute façon, et les monnaies fiduciaires aujourd'hui, ce qu'on appelle la monnaie fiat, donc c'est-à-dire toutes les monnaies, que ce soit le dollar, l'euro, pratiquement toutes les monnaies. Quand tu regardes par rapport en période d'étalon or, on avait une relative stabilité, avec des moments évidemment de pic et de baisse par rapport au moment où on était en inflation, déflation, mais avec toujours un certain équilibre, ce qu'on appelle une régression à la moyenne dans le temps. C'est-à-dire qu'on avait toujours des prix à peu près stables. Aujourd'hui, tu regardes, les prix n'ont fait qu'augmenter, et la valeur de ton billet, si tu regardes des vieux films, ils parlent en dollars, ils te disent mon loyer c'est $20. Ouais, ça va, c'est rien, tu devrais être content. Mais non, parce qu'en fait, la monnaie a perdu tellement en valeur qu'en fait, aujourd'hui, je dis n'importe quoi, mais $1000, c'est l'équivalent de $20 d'il y a un siècle et demi. Et ça, par ce phénomène-là de perte de valeur de la monnaie. Alors, par l'intervention notamment et la création des banques centrales. Et à la base, comme je disais, quand tu es sous l'état or, c'est bien parce que ça restreint les pays. Donc, s'ils veulent émettre de la dette, il va falloir que les gens soit leur achètent, soit qu'ils augmentent les impôts s'ils veulent augmenter leurs dépenses. Avec la Banque centrale, ça permet de contrecarrer, entre guillemets, cette barrière. Et d'ailleurs, on le voit, dans les années 80, tu regardes en France, l'inflation, c'était aux alentours de 13-14%. Parce qu'en fait, les banques centrales finançaient en rachetant les dettes publiques. Je suis contre aujourd'hui le fonctionnement tel qu'il est de l'euro, mais à la base, ça part de mon sentiment, entre guillemets, c'est que ça permet en fait de faire perdre le pouvoir monétaire qu'ont les États, parce qu'à la base, l'État a deux manières de pouvoir financer ses dépenses politique fiscale, je remonte les impôts, politique monétaire, je fais tourner, entre guillemets, la planche à billets. À la base, le fait d'enlever la mainmise sur la politique monétaire, c'est une bonne chose, parce que c'est prendre tes responsabilités et sois honnête avec les citoyens. Si tu veux dépenser, soit il va falloir que tu augmentes des impôts, soit il va falloir que tu acceptes que les citoyens achètent ta dette. Et donc, c'est pour ça que ça part de mon sentiment. Mais après, avec la crise grecque, etc., ce qui s'est passé, finalement, on s'est retrouvé dans un système de connivence où tu as la Banque centrale qui viendra toujours sauver les États, qui
Qui plus est, aujourd'hui, la Banque centrale est détenue par les États. Le capital des banques centrales est détenu par les États. En réalité, par les banques nationales qui sont elles-mêmes détenues par les États. Donc finalement, tu es retrouvé dans un système où tu as toujours la Banque centrale qui va venir les sauver, et d'où le fait d'augmenter la dette continuellement, le déficit. À la base, tu as le pacte de stabilité de croissance, 3% du déficit public, 60% de la dette publique. Ça n'a jamais été respecté. Ouais, on est clairement donc tu vois bien qu'il y a aucun, entre guillemets, ils sont plus limités dans leur capacité à émettre de la dette et être refinancés par la Banque centrale. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est l'impression que ça donne. Et en plus, tu as l'impression que comme ils font tous la même chose en même temps, du coup, tu vois pas le différentiel, en fait. T'as l'impression que ça passe pour tout le monde. Même si de temps en temps, il y a des tensions, hein. Je me souviens, il y a 2 ans, je crois, une tension sur la livre anglaise. Lorsqu'ils avaient une première ministre qui avait voulu un budget très expansif, très cool. Très vite, les marchés avaient réagi assez agressivement. Donc, on se demande un petit peu déjà où est la limite, s'il y en a une, mais comme tout le monde fait un peu la même chose en même temps, c'est pour ça aussi que je posais la question, est-ce qu'il y a des monnaies fortes, des monnaies faibles, ou est-ce qu'en fait on est tous en train d'avoir des monnaies de plus en plus faibles et que du coup comparativement ça a l'air ok, quoi. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'elles sont toutes en tout cas plus faibles historiquement. C'est pour ça que je te disais, il faut comparer dans l'espace et dans le temps. Ouais. Et que dans l'espace, effectivement, tu vas en avoir. Donc si on adopte une approche statique, oui, tu as des monnaies plus ou moins fortes, plus ou moins faibles. Si tu adoptes une approche dynamique, temporelle, elles sont toutes nulles, plus ou moins, quoi. T'en as qui vont l'être un petit peu moins, mais globalement, elles ont toutes perdu extrêmement en valeur. Toutes. Ok. Sauf peut-être le franc suisse. Ou c'est par rapport aux autres monnaies qui s'est valorisé, mais il s'est fondamentalement déprécié. C'est par rapport aux autres monnaies, qui plus est, la Banque suisse en fait ne veut pas que sa monnaie prenne trop de valeur. Ouais. Parce que c'est vrai qu'elle est couramment considérée comme une monnaie de réserve mondiale. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, en laissant de côté les talents or, tout ça, aujourd'hui, les monnaies, elles sont adossées entre guillemets à plus rien de tangible comme ça pouvait être l'or. D'accord ? On va être adossé aux États, si tu veux, à ce que les États, est-ce qu'ils sont de confiance aujourd'hui. Et donc forcément, un État qui est mal géré, qui dépense à foison, Venezuela, sa monnaie, elle vaut que dalle, quoi. Et l'Argentine, pareil, d'où Javier Milei, qui aujourd'hui veut dollariser son économie pour justement refaire gagner en confiance le fait que son économie serait bien gérée. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, pour qu'une monnaie soit monnaie de réserve, il faut respecter en fait 3 critères. Premier, c'est solvabilité de l'État. Ce que je disais, il faut qu'elle soit de confiance. Donc ça, si on prend le cas de la Suisse, c'est pas trop mal. Je crois c'est pas trop mal. Dette d'État à 40%, ce qui est quand même beaucoup c'est très bien même. La Suisse est très bien gérée. La Suisse est très bien gérée. Mais ensuite, il y a une deuxième chose, c'est liberté des capitaux. Donc ça veut dire qu'il faut que le marché soit liquide, que je puisse faire rentrer mon argent, en sortir, acheter des actifs nationaux, etc. La Suisse est très bien aussi pour ça. Mais il y a une troisième caractéristique qu'il faut respecter aussi, c'est que le pays soit suffisamment grand pour absorber la demande de monnaie. Ça, la Suisse, clairement, ne le respecte pas. Malheureusement, à ses dépens, ne le respecte pas. C'est un petit pays. Aujourd'hui, le seul pays qui respecte ces 3 critères, c'est les États-Unis. Marché hyper liquide. Ouais. Si tu veux faire rentrer ton argent, le sortir, tu sais que tu as les marchés américains, il n'y a aucun souci, c'est hyper liquide, c'est crédible aussi. L'État, même si effectivement il est très endetté, ça reste un pays qui est quand même beaucoup plus, en tout cas sur lequel on peut avoir plus confiance que quel que soit le pays autour de la planète, et aussi grand que lui, quand on prend en comparaison en termes de poids, et donc liquide, crédible et suffisamment grand. Aujourd'hui, plus de 300 millions d'habitants, une économie qui est gigantesque, le plus grand PIB au monde. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que les États-Unis sont la monnaie de réserve mondiale. Par contre, du coup, ça veut dire qu'il va y avoir de la demande monétaire. Et s'il y a beaucoup de demandes, ça va faire monter la valeur. Et ce que je disais, c'est que pourquoi aujourd'hui, par exemple, les États-Unis sont en déficit chronique au niveau de la balance commerciale, ce qu'on appelle la balance courante. Mais parce que typiquement, il y a une des manières de pouvoir fournir en dollars en quantité le reste du monde, c'est quoi ? C'est tout simplement d'importer plus que ce que tu exportes. Parce que quand tu importes, tu payes en dollars. Ouais. Donc tu fournis du dollar. Alors tu as une deuxième possibilité qui va être d'avoir un excédent, non pas de la balance courante, là il faut être en déficit, de la balance commerciale notamment, mais sur ce qu'on appelle la balance entre guillemets financière, c'est-à-dire les investissements que tu vas faire à l'étranger. Ouais. Et aujourd'hui, la Suisse est en excédent commercial
donc elle exporte plus que ce qu'elle importe, donc ça fait aussi prendre en valeur sa monnaie. Et le problème, c'est que quand sa monnaie prend en valeur, du coup, ça porte préjudice à ses exportations. Mais ça, c'est d'un point de vue économique. Et alors, ce serait intéressant de prendre un point de vue d'investisseur, puisque moi, je parle beaucoup d'investissement sur ma chaîne. Quelque part, les aspects import-export, en tant qu'investisseur extérieur, a priori, ça m'importe pas trop. Ce qui m'importe, c'est la valeur et la solidité de la monnaie. Oui. De ce point de vue d'investisseur belge ou français, peu importe, si j'achète du franc suisse, moi, le fait qu'ils exportent plus et que donc il y ait plus de demandes pour le franc suisse, ça m'arrange bien. J'ai des actions Novartis cotées en franc suisse. Ah oui, c'est censé être une bonne chose. Sauf que la Suisse n'a pas intérêt à faire ça. Donc, ce qu'elle fait aujourd'hui, elle essaye de neutraliser, en fait, cet effet de revalorisation du franc suisse. Comment? En contrepartie, de cette revalorisation, elle va émettre du franc suisse pour acheter notamment du dollar. Donc elle va faire ce qu'on appelle, la Banque nationale suisse va intervenir sur les marchés de change, ce qu'on appelle le forex, et elle va racheter du dollar en vendant du franc suisse, et le fait de vendre du franc suisse, ça va faire baisser la valeur du franc suisse. Elle garde ses dollars, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va racheter des obligations, elle va racheter des actions, etc. Et ça fait monter son bilan de la Banque centrale avec plein d'actions. Donc c'est pour ça que je disais, tu as une première partie qui est généralement la plus utilisée parce que c'est la plus simple, qui est d'avoir un déficit de la balance commerciale, parce que ça te permet en fait de fournir des dollars, ou quelle que soit la monnaie dans laquelle tu vas payer. La deuxième alternative, c'est de faire des investissements à l'étranger, mais tu es un peu plus limité parce que sinon tu vas faire gonfler le bilan de ta banque centrale et tu vas être rempli d'actions. Quand il y a une crise aussi sur le marché, etc., ça peut aussi porter préjudice à ta banque centrale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Banque nationale suisse, entre autres, investit autant dans des actions, dans des obligations et que son bilan est rempli de ce type d'actifs. C'est pour essayer de ce qu'on appelle stériliser et contrecarrer le fait que sa monnaie prend constamment en valeur, parce que tout le monde considère le franc suisse comme une réserve de valeur, ce qu'elle est, mais on essaie, pour neutraliser ça, parce que le franc suisse devrait avoir beaucoup plus de valeur si la Banque nationale suisse n'était pas intervenue. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, le franc suisse, il prend en valeur malgré tous les efforts de la Banque nationale. Totalement. Alors après, elle arrive à contrecarrer d'une certaine manière. Dans le temps, tu vois, ça reste, elle prend de la valeur, le franc suisse prend de valeur, mais moins que ce que ça devrait être, par cet effet de stérilisation et d'intervention de la Banque centrale. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, donc tu nous dis que la Banque nationale suisse détient des actions, ce qui est pour moi surprenant. J'ai pas entendu que la Banque centrale européenne, par exemple, détiendrait des actions, ou en tout cas pour des sommes conséquentes. Je lis toujours la Banque centrale européenne avec la dette d'État, donc aux obligations. Donc ici, en fait, ce que tu dis, c'est que la Banque nationale suisse, elle aurait sans doute de la dette d'État suisse, mais aussi des actions pour le coup plutôt étrangère. Alors. Ok. Et donc ça, quelque part, c'est, en l'occurrence, quand on voit la performance des marchés actions, en réalité, c'est très positif pour eux, parce qu'en fait, tant que les marchés ont les performances historiques qu'ils ont eues, s'ils font ça depuis 20 ou 30 ans, clairement, ça augmente leur force de frappe après. Oui, et puis ça, en fait, c'est un petit peu comme un cercle vicieux entre guillemets. C'est que du coup, la Banque nationale suisse reçoit en actif ces valeurs-là, qui prennent de la valeur et qui vont aussi être le support de la monnaie qui elle-même est pas censée prendre en valeur, mais qui forcément va en prendre parce que tu as toujours un équilibre en fait de l'égalité comptable et l'actif-passif. Et donc c'est un petit peu, ça joue un peu contre eux-mêmes. Donc c'est le fonctionnement. Le Japon fait beaucoup ça aussi de plus en plus. Très interventionniste, la banque du Japon. Mais c'est catastrophique le Japon, c'est-à-dire que qui plus est quand j'entends dire mais c'est pas un souci parce que le Japon se doit à soi-même, les mecs ils confondent en fait. Donc on nous dit le Japon ne pourra jamais faire faillite. Parce que sur sa dette. Sur sa dette, parce que 90% de la dette japonaise est tenue par les Japonais. Soit au travers de la Banque centrale qui en détient à peu près 50%, la moitié, soit au travers des fonds de pension, des assureurs ou des particuliers japonais. Et, je suis désolé. Tu peux tenir ce discours quand tu te considères socialiste, marxiste et que tu considères qu'en fait les richesses sont toutes communes. Pourquoi pas, si tu veux. Et je suis désolé, à partir du moment où ta dette est achetée par le privé, tes ressources publiques, c'est pas la même chose. Donc tu peux pas utiliser les ressources privées pour payer les intérêts de la dette, premièrement. Deuxièmement, c'est confondre faillite nominale et faillite réelle. C'est-à-dire qu'effectivement, en termes nominal, effectivement, la Banque centrale peut toujours émettre autant de yens qu'elle veut. Dès que tu as besoin d'argent, tu imprimes et puis c'est bon. Mais ça, c'est en termes nominal, c'est vrai. Mais moi, il y a un économiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Frédéric Bastiat. Bon, lui, c'est pas tant dans la monnaie, mais il disait, il y a ce qu'on voit et ce qu'on voit pas.
Et la différence entre un bon économiste et un mauvais, c'est que le mauvais va se focaliser que sur ce qu'on voit, le bon économiste va se focaliser sur ce qu'on voit et essayer de comprendre aussi ce qu'on voit pas et essayer de l'anticiper. Et en fait, effectivement, comme je disais, d'un point de vue nominal, le Japon ne peut pas faire faillite. D'un point de vue réel, quand tu déflates, tu prends en compte l'inflation, tu prends en compte l'appauvrissement de la population, tu prends en compte le tissu productif aussi qui devient de moins en moins bon. Et la dépréciation de la monnaie. Et la dépréciation de la monnaie, c'est clairement une faillite. Ouais. C'est clairement une faillite. Qui plus est, le Japon aujourd'hui, et c'est une population vieillissante, donc il va se passer que les plus vieux, au bout d'un moment, malheureusement, ils vont disparaître. Donc la demande de ces personnes-là pour leur retraite, elle va disparaître aussi. Ouais. Donc il va y avoir moins de demandes pour les obligations japonaises. Qui plus est, les investisseurs extérieurs n'ont pas forcément envie d'acheter une dette qui est énorme. Et donc aujourd'hui, tu basais toute ta politique monétaire sur le fait que les nationaux vont acheter, etc., etc. Mais du coup, ces nationaux, la population diminue. Donc tu es clairement face à un problème, mais qui est gigantesque. Et bon, après, j'ai peut-être une digression, mais la problématique, c'est qu'en plus, du coup, le Japon a utilisé énormément de ses réserves en dollars américains pour acheter de la dette américaine. Et surtout par le carry trade, donc c'est-à-dire quand les taux au Japon étaient faibles, ils empruntaient en yens pour acheter aux États-Unis quand les taux étaient plus élevés, faire cet arbitrage. Ouais. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des débouclements de carry trade parce que les taux sont en train de remonter au Japon parce que l'inflation monte, et l'inflation, c'est une faillite réelle, parce qu'il y a une dépréciation. Ouais. Et ce qui va se passer, c'est que ça va avoir un impact aussi sur les taux étrangers, notamment américains, parce que s'il y a moins de demandes d'obligations américaines, les taux vont monter, etc., etc. Donc c'est vraiment un cercle vicieux et c'est extrêmement dangereux, et je pense qu'on mesure pas alors on reverra dans quelques mois, quelques années peut-être cette vidéo, et je suis convaincu que s'il y a une prochaine crise, ça vient de là. Des débouclements de carry trade qui va venir impacter les taux aux États-Unis. Ça va impacter le marché immobilier, etc., etc. Et tout est interconnecté. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Ouais, c'est ça. C'est des dominos, en fait, c'est un petit peu comme, je fais un parallèle qui n'a, entre guillemets, pas de lien direct, mais les subprimes, au début, tu pourrais te dire, c'est juste de l'immobilier américain. Mais comme il y en a dans les portefeuilles partout dans le monde, t'as tous les dominos qui tombent. Et ça part aussi d'un petit peu ce système-là au début. C'est que, à la base, tu avais les taux qui ont remonté, et le fait que ces taux remontent, ça a impacté, etc., etc. Donc, c'est pour ça que souvent, on prend les effets de manière isolée. On dit, c'est pas de souci, c'est le Japon, il se doit soi-même, aucun problème. Ouais. D'accord, mais il faut regarder les effets généraux, et ça peut être très, très dangereux. C'est ça. Donc, en fait, concernant le Japon, si je vulgarise un petit peu, déjà, c'est un pays riche, c'est un pays du G7, c'est un pays développé, avec justement beaucoup de pouvoirs, on va dire, financiers, mais qui ont été plutôt déployés à l'international, parce que comme les taux étaient à zéro pendant très longtemps, les Japonais, comme tu le disais, ils disaient un petit peu, moi j'emprunte à zéro, et j'achète même de la dette d'État américain qui rapporte du 4. Et en plus, comme je sais pas, peut-être qu'ils se disent, j'ai une dette d'État tellement élevée, mon yen serait pas mal si j'achète un petit peu une autre monnaie. Et du coup, ça les expose au dollar américain. Et du coup, évidemment, la finance internationale est exposée aux investissements internationaux. Et maintenant, comme les taux ont remonté au Japon, certains font un petit peu marche arrière en se disant, maintenant, ma dette, elle est à 3%, elle est plus à 0,5. Et du coup, mon différentiel entre ce que je gagnais à l'étranger et ce que je dois payer chez moi, il est plus aussi intéressant. Ouais, et en plus, le gouvernement japonais a dit récemment, parce que forcément, il n'a pas envie de payer des intérêts trop élevés quand ça remonte, on va arrêter d'émettre de la dette à très très long terme, comme on faisait avant, 20, 30, 40 ans, parce que c'est là où les taux d'intérêt sont les plus élevés. Et on va commencer à changer notre politique d'émission de dette sur du plus court terme. Et ça, c'est encore très très dangereux. C'est encore très dangereux parce que tu es en train de constamment faire rouler ta dette en espérant qu'on va demander cette dette constamment. Sauf que, comme je disais, la population est en train de diminuer. C'est hallucinant ce qui est en train de passer. Ok. Donc chaud comme dossier. Moi, je pense que, en tout cas, ça va causer vraiment des problèmes. Ok. Franchement, très intéressant, et je pense qu'effectivement, c'est sous-estimé parce qu'aussi mal compris. C'est pas évident forcément de comprendre tous les mécanismes. Top. Est-ce qu'on peut rester un peu dans la même idée, mais parler peut-être des pays émergents? Oui. Parce que moi, j'avais fait... des BRICS, tu vas me parler. Pas spécialement, des pays émergents au sens large, en fait. Et il y a quelques années, j'avais fait un article sur mon site où je comparais, en fait, la performance des monnaies émergentes avec l'euro, le dollar, le franc suisse, peu importe. Et en fait, c'était
visuellement catastrophique. Tu prenais tout, la monnaie mexicaine, le réal brésilien, le rouble russe, la roupie indienne, tout ce que tu voulais, c'était du moins 50, moins 60% par rapport au dollar sur 15-20 ans. Alors que par exemple l'euro, ça se tient par rapport au dollar. Et donc ma réflexion, elle était un petit peu basique, c'est de simplement dire, ok, si moi je veux investir dans des actifs de pays émergents, ça veut dire que je dois d'abord acheter la monnaie émergente pour ensuite pouvoir acheter l'actif émergent. Et du coup, en fait, je suis exposé et à l'actif et à la monnaie. Ouais. Et du coup, quand j'ai une monnaie qui durablement se dévalue, je me dis, mon actif local, pour qu'il contrebalance, il va falloir qu'il performe très très franchement. Et du coup, ça crée chez moi une petite méfiance, on va dire, vis-à-vis des émergents, pas tellement intrinsèque, mais plus lié à ça, lié à ces monnaies, parce qu'on constate ça. Et alors, moi, je le liais en théorie financière au différentiel d'inflation entre les zones économiques. Et en fait, tu vois, moi, j'étais au Brésil, j'habitais au Brésil. Et donc, si tu achètes un bien au Brésil où l'inflation est à, disons, 8%, et qu'en Europe, tu es à du 2%, en fait, si tu n'as pas de dévalorisation du réal brésilien par rapport à l'euro, tu as un free lunch, en fait. Parce que tu es européen, tu dis, OK, j'ai une inflation à 8 là, je prends mon argent, j'achète du réal brésilien pour acheter un appartement, des actions Petrobras, tout ce qu'on veut sur place. Et comme l'inflation est à 8, ça pousse les prix de tous les actifs vers le haut à hauteur de 8% par an, alors qu'en Europe, on est peut-être à 2 ou 1,5. Et donc, en fait, ça va monter beaucoup plus vite là-bas. Donc, s'il n'y a pas la dévalorisation du réal par rapport à l'euro, quand je veux en ressortir de cet actif, je le revends, il a monté de 8% par an, je le reconvertis en euros, et si la parité n'a pas bougé, moi, j'ai gagné beaucoup plus que si j'avais acheté en Europe. Et c'est pour ça, me semble-t-il, que les monnaies émergentes, par ce différentiel de taux d'inflation notamment, ont tendance à se déprécier durablement, parce que durablement, elles ont plus d'inflation que chez nous. Totalement. D'ailleurs, moi, ce que je dis, moi, j'ai un gros biais par rapport aux États-Unis sur mon portefeuille majoritairement investi aux États-Unis. Et effectivement, des fois, on me dit, est-ce que tu penses que c'est mieux les États-Unis d'investir en Europe ou quel que soit le pays? Déjà, je vais pas te dire ce que tu dois faire. Fais tes devoirs. Par contre, tu dois être conscient, c'est que quand tu vas investir à l'étranger, tu vas à la fois profiter ou pas profiter, donc subir la variation des marchés de ce pays. Mais il faut que tu prennes en compte aussi l'effet de la monnaie, donc la devise. C'est-à-dire que si le dollar prend de la valeur par rapport à l'euro quand tu investis dans Tesla, et que Tesla prend de la valeur, génial. Donc tu as à la fois pris en valeur grâce à la revalorisation du cours et grâce à la revalorisation de la monnaie, le dollar, par rapport à l'euro. Maintenant, si Tesla a pris 20%, je donne un cas extrême, et que ton dollar a perdu 20% par rapport à l'euro, ton effet, il est zéro. Ouais. Donc, maintenant, c'est pour ça qu'il y a des ETF qui te permettent d'être hedgé, de te couvrir. C'est-à-dire de te dire, on va mettre en place des swaps de devises pour que tu puisses t'exposer au marché étranger, dans ce cas-là américain, tout en restant sur la base de euro. Ça, on peut en parler parce que j'ai pas mal réfléchi à ça et c'est très technique aussi. C'est très technique. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, il essaye en tout cas de compenser. Ouais. Maintenant, il faut être conscient de ce phénomène-là. Et après, se dire, peut-être que j'accepte, parce que moi je fais ma vie dans la zone euro, j'accepte d'avoir une performance moindre. Mais comme je pense que l'euro va prendre en valeur par rapport au dollar, finalement, ça aurait été kiff-kiff avec le fait d'investir aux États-Unis. Après, maintenant, si tu es convaincu que le dollar va prendre en valeur et que tu as envie de t'exposer au dollar, très bien. Et c'est pour ça que je dis même, des fois on me dit, mais si je dois acheter une monnaie, laquelle je dois acheter? Arrête, n'achète pas de monnaie. Pourquoi tu veux t'exposer à une monnaie? Dans ce cas-là, prends un actif. Bien sûr. Expose-toi à un actif libellé dans cette monnaie, mais ça sert à rien. Je veux dire, évidemment, c'est utile d'avoir sa monnaie, il faut être liquide pour pouvoir faire face aux imprévus. Mais si c'est pas la monnaie que tu utilises au quotidien, à quoi ça sert d'avoir de la monnaie liquide sur un compte bancaire? À rien. Non. Prends un actif libellé dans cette monnaie. Ah, mais complètement. C'est comme si tu achètes du dollar et tu le laisses sur le compte. À la limite, mets-le dans un bon d'État américain et au moins il te rapporte quelque chose. Voilà. Mais l'achète pas juste la monnaie, ça c'est sûr. Mais souvent quand on dit oui, mais un actif libellé, si tu me parles action, moi j'ai pas envie de... Non, tu peux avoir un compte rémunéré aux États-Unis en dollars, c'est un actif, tu peux avoir effectivement une obligation, mais prends un actif libellé dans cette monnaie. Ne prends pas du dollar pour prendre du dollar. C'est, à mon sens, bête.
Et en fait, là, tu parlais du coup par exemple, voilà, je crois que le dollar va s'apprécier, ce genre de choses. Moi, comme je suis très très fan de la gestion passive, je rentre pas dans ce genre de débat du tout. Et donc moi, je le tourne plutôt sous un autre angle. Je le dis plutôt dans un angle de diversification, parce qu'en fait, tu as aussi le risque qui va se réaliser ou pas. Et à la limite, on n'a même pas besoin d'avoir une opinion. Ton euro peut se dévaloriser sur ta durée d'investissement. Bien sûr. Et donc en fait, en investissant en bourse dans des actifs internationaux, tu diversifies ton risque monétaire, qui est de dire j'ai tout mon patrimoine en euros. Non, en fait, je vais avoir une partie en dollars, une partie en francs suisses, une partie en couronne norvégienne, une partie en yen japonais, une partie en yuan chinois, etc. Et en fait, moi, je le vois plus. Ok, mais moi, je le vois sous l'angle de la diversification. Ouais. Et du coup, ça t'épargne le travail d'avoir une opinion sur une monnaie, ce qui est quand même très compliqué. Ouais. Je pense que c'est un marché très compliqué à anticiper. Et donc, je le prends sous l'angle de la gestion du risque. Et pour reparler du hedge, parce qu'en fait, historiquement, quand on regarde la parité euro-dollar, en fait, la question se pose pas trop parce que c'est resté, il y a de la volatilité bien sûr, mais dans l'ensemble, ça reste stable sur la durée. Et c'est pour ça que le risque monétaire, c'est quelque chose qui est généralement pas compris ou même pas envisagé, parce qu'en fait, on l'a jamais vraiment vécu. Et par exemple, pour avoir vécu dans un pays émergent, la réalité est complètement différente. Le risque monétaire, il existe. Et en fait, historiquement, lorsqu'on achète des actions, généralement, les études montrent que ça sert pas à grand chose de hedger, parce qu'en fait, tes actions ont déjà un certain niveau de volatilité, et quelque part, ta volatilité de la monnaie va venir, ou de la parité, va venir se noyer un petit peu dedans. Et donc, effectivement, tu l'as, mais si à long terme, les deux monnaies se tiennent, ok, tu as eu un peu de volatilité, une fois en ta faveur, une fois en ta défaveur, mais en fin de course, totalement, c'est ok. Sauf éventuellement sur des monnaies émergentes qui durablement baissent, et donc c'est pour ça qu'on en parlait. Et puis alors ces systèmes de hedge sur ETF, dans ma compréhension des choses, en fait, ils n'annulent pas l'évolution de la monnaie. Par contre, ils annulent la volatilité. C'est-à-dire que si tu as ton euro qui baisse durablement par rapport au dollar, que tu hedges ou pas, tu vas le subir, à mon sens, dans ma lecture. Sauf que ta volatilité, au lieu de faire comme ça dans ta descente, tu vas faire comme ça. Et donc, quelque part, tu as une meilleure visibilité, une meilleure stabilité, mais tu subis quand même le taux de change. Sinon, à nouveau, c'est une espèce de free lunch. C'est comme si, je reprends mon exemple du Brésil, tu achètes un hedge euro-réal brésilien et tu achètes des actifs qui montent à 8 pendant qu'en Europe, ça monte de 2. Donc, ça peut pas marcher, en fait. Ça peut juste limiter la volatilité, mais in fine, à mon avis, que tu payes un hedge ou pas, tu prends le différentiel. Tu vas le prendre, mais tu seras quand même moins impacté qu'une personne qui va le prendre de plein fouet, parce que comme ils mettent en place ce qu'on appelle des swaps de devises, et après il y a un arbitrage qui est fait sur les actifs qu'ils vont utiliser avant de swapper les flux, qui te permet d'essayer quand même de rééquilibrer une certaine parité, mais évidemment c'est quand même très complexe premièrement, et ça a un coût. Ouais. Et donc de toute façon tu seras jamais à parité égale à un moment T et à un moment T plus 10 par exemple. Ouais, c'est pas gratuit en fait. Non. C'est vrai que dans un ETF hedgé, on voit pas trop le coût, c'est parfois difficile à estimer, mais évidemment qu'il y a des coûts, et comme sur les marchés, il y a jamais rien de gratuit. Si on veut un service, il va falloir payer pour. Totalement. C'est normal, hein. À moins d'être philanthrope, eux aussi ils travaillent, puis ils font un arbitrage et ils proposent un service, donc c'est normal de le payer, quoi. Ok, mais donc si on veut un petit peu faire une synthèse, déjà on a vu pas mal de choses. Puis, excuse-moi, je te coupe, c'est qu'on pourrait en parler même moi, je sens que j'ai besoin si vraiment je voulais expliquer concrètement, il faut reprendre l'histoire monétaire, comprendre vraiment comment ça fonctionne, avoir des notions de comptabilité, avoir des notions de finance, puis après comprendre comment ça a évolué par rapport au système monétaire international qui n'a plus rien à voir avec le système monétaire, notamment sous l'État l'ordre. C'est hyper vaste, quoi. Ok. Non, mais c'est sûr, le sujet, il est pas simple, mais en même temps, comme je disais en introduction, ça nous concerne en fait directement dès qu'on a investi. Aujourd'hui, on parle beaucoup de TF Monde. Ton ETF Monde, t'es exposé à différentes devises. T'achètes 7/10 d'actions américaines, plus des actions japonaises, anglaises, etc. Donc, de facto, tu as cette exposition. Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé en parlant de monnaie forte, monnaie faible, pour se mettre dans la position de l'investisseur en se disant, tiens, est-ce que je dois faire attention à l'aspect devise? Donc, tu as quand même plutôt répondu qu'effectivement, il y a des monnaies fortes et des monnaies faibles.
À mon avis, dans ma lecture, tout ce qui est émergent, c'est un des points faibles. Moi, personnellement, je préfère éviter aussi. Et d'ailleurs, quand tu vois les marchés boursiers émergents, tu dis waouh, ils ont explosé, c'est génial, je vais acheter. Mais prends en compte la monnaie. Ouais, exactement. Exactement, parce qu'en fait, la monnaie, elle va complètement dans l'autre sens. Et comme je disais, avec des moins 50, moins 60. Les marchés, ils explosent, quoi. Exactement. Et donc, si tu prends les deux effets ensemble, ben, en fait, ça fait 15 ans qu'en fait, les marchés émergents, exprimés en euros, ou en dollars, peu importe, mais exprimés en euros, notre monnaie, en fait, la performance, elle est quasiment flat. C'est nul. C'est complètement nul. Ça a été très bon avant. Je crois qu'entre 2000 et 2008, ça a été super bon. Donc après, ça peut revenir. Je te donne un exemple. L'Argentine. Ouais. Bon, la bourse n'était pas développée autant, mais l'Argentine, par exemple, si ma mémoire est bonne, début 20e siècle, c'est incroyable. Incroyable. Ouais. Bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est en train d'être un petit peu mieux. Mais c'est devenu une catastrophe, même pour le Venezuela. Prenons l'exemple du Venezuela. Ouais, incroyable. À la base, c'est une économie florissante, des entreprises riches, etc. Puis il y a eu des expropriations massives sous Hugo Chavez. Nicolas Maduro, aujourd'hui, voilà, c'est carnage. Et aujourd'hui, c'est un pays du tiers-monde, quoi. Ah ouais, l'Argentine a fait défaut plusieurs fois sur sa dette d'État. La monnaie, je sais que l'inflation est très élevée. Et l'Argentine, de moins en moins, c'est en train de se résoudre grâce à Javier Milei, mais le Venezuela, c'est catastrophique. Tu regardes la Turquie, par exemple, Turquie qui est près de chez nous, et en fait, la Turquie, ils ont eu aussi des taux d'inflation extrêmement élevés, et pourtant c'est étonnant. Après, j'ai pas été en Turquie récemment, mais j'ai quand même l'impression que ça reste un pays qui se développe assez bien. T'as l'impression que ça se paye pas trop, vu de l'extérieur. Après, j'ai pas de vue sur l'évolution de la dette et tout ça. Je sais qu'ils ont aussi des grosses dépenses militaires, donc en fait, il faut financer tout ça. Donc, vu de l'extérieur, ils n'ont pas trop l'air de le payer. Donc, c'est parfois un petit peu difficile à estimer, mais un pays qui a une inflation très élevée, c'est quand même jamais bon signe. Tu vois, les Français, et à raison, et je pense qu'en Belgique, c'est pareil, tout ça, dès on est monté à 4-5% d'inflation, on commence à se plaindre, et on le voit. Nous, dans le sud de la France, Méditerranée, on boit beaucoup d'huile d'olive. Ouais. L'huile d'olive, je regardais, on payait le litre, si ma mémoire est bonne, 4 euros le litre, quelque chose comme ça. Okay. Non, je crois qu'on le paye 14 euros. Tu connais le prix du litre d'huile d'olive? On boit beaucoup d'huile d'olive. Donc j'imagine, on a fait presque un peu plus de x3 sur le prix. Ouais. Alors après, c'est spécifique. Il y a eu aussi des pénuries d'olive, etc., les sécheresses, tout ça. Mais globalement, tu vois que je vois les courses mensuelles, je calcule tout, je vois que ça a bien monté, quoi. Donc c'est pour ça que je dis, d'un point de vue extérieur, effectivement, on peut se dire, ouais, ça va bien pour eux, tout ça. Et quand il y a de l'inflation, les gens, ils le ressentent. Et après, ça va dépendre aussi du système dans lequel ils se trouvent, du pays dans lequel ils se trouvent. Ils vont plus ou moins manifester parce qu'ils savent qu'ils vont être plus ou moins tapés derrière. Ouais. Mais nous, dans nos pays, heureusement, on a une certaine liberté d'expression. Ouais. Donc on peut se permettre de se plaindre. Dans certains pays, tu te plains pas, quoi. Ouais, absolument. Ok, super intéressant. On a couvert beaucoup de choses, même s'il y a beaucoup plus à couvrir. Énormément. Franchement, on pourrait parler la journée de ce sujet. On peut faire une formation sur le truc. Complètement. Prochaine fois, on louera le studio pendant 8 heures, alors. On se fera une journée entière. Ok, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Merci à toi pour l'invitation. Écoute, un grand plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Éducation Finance. Ciao.